Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Il y a des dates, des lieux, qui semblent tout à fait ordinaires. Le 8 mars à Amboise, par exemple. À première vue, rien de spécial, hein. Non, ça ne dit rien de particulier. Et pourtant, derrière cette banalité, il y a parfois une mémoire, un poids immense. Et pour notre analyse aujourd'hui, on ne va pas s'appuyer sur un article de presse. Non, pas du tout. Notre source, c'est autre chose. C'est un appel, un témoignage. C'est publié par un collectif, Voix libérée. Et notre objectif, ça va être de déplier ce texte ensemble. De comprendre ce qu'il y a derrière. Exactement, comprendre l'histoire derrière un événement qui va avoir lieu. Une messe pour les victimes d'agressions sexuelles dans l'Église. On va décortiquer les thèmes, la mémoire, le silence et surtout la puissance d'un acte tout simple. La présence humaine comme réparation. Et le cadre de cette histoire il est absolument essentiel. Tout part d'un lieu qui devrait être synonyme de sécurité, de beauté. Une chorale d'enfants, les petits chanteurs de Touraine. Ah oui ? C'est cette dualité en fait, ce contraste entre l'harmonie de la musique et la violence de la blessure. C'est vraiment ça qui est au cœur de tout. Une promesse de lumière qui a en réalité caché beaucoup de ténèbres. Commençons par là, justement. Le texte s'ouvre avec la parole d'une victime. Elle évoque ce que la chorale représentait pour elle enfant. L'image, elle est très forte. Oui, tout à fait. On sent une nostalgie. Chanter, c'est décrit comme la plus grande des joies. Le texte parle de la fierté de porter la tenue, l'aube, la croix, On imagine bien, oui. l'excitation des voyages, des concerts. Ce sentiment d'appartenir à une élite, à quelque chose de plus grand. C'était un monde où la confiance dans les adultes, dans l'institution, elle était totale, inconditionnelle. Un sanctuaire, quoi. Un sanctuaire. Et puis, la rupture. Le sanctuaire est profané. Le texte est très clair là-dessus. Dans les années 90, des enfants de cette chorale ont été agressés par leur directeur, l'abbé Bernard Tartu. Et la formule utilisée pour décrire les enfants est terrible de justesse. Ils n'avaient pas les mots pour comprendre ce qui leur arrivait. C'est l'effondrement total de ce monde de confiance. C'est un effondrement en plusieurs temps. Il y a l'agression, bien sûr, puis le long, long silence. Et des années plus tard, une autre confrontation, la justice. Et c'est là qu'un point fascinant du texte apparaît. Lequel ? La mise en lumière de deux formes de justice. Deux justices qui se sont succédées avec des résultats complètement opposés. Deux formes de justice, c'est-à-dire ? D'un côté, il y a la justice pénale, la justice de la République. Et elle n'a pas pu condamner. Pourquoi ? Le motif classique, malheureusement, la prescription. Les faits étaient trop anciens. Comme le dit le texte, très sobrement, le temps avait passé. C'est une porte qui se ferme. D'accord. Mais en contraste, le texte parle d'une autre justice, celle de l'Église, la justice canonique. Et celle-ci, même si c'est très tardif, a fini par reconnaître la culpabilité de l'abbé en mars 2024. Donc, la justice des hommes échoue à cause des délais, mais la justice de l'institution, celle-là même qui est mise en cause, finit par reconnaître les faits. C'est un paradoxe assez puissant. Le texte présente ça comme une victoire. Pas vraiment une victoire, non, plutôt comme un premier pas, un déverrouillage. Et ce mouvement interne à l'institution, il n'est pas resté abstrait, il s'est matérialisé par un geste concret. Un geste. Oui, la promesse de poser une plaque mémorielle à la basilique Saint-Martin de Tours en mars 2025. Le texte dit que cette plaque est un signe que la mémoire existe. Un signe que la mémoire existe. La phrase est forte. Une plaque, ça peut paraître modeste face à une telle souffrance. Pourquoi c'est si important pour eux ? Parce que le silence institutionnel, c'est une forme d'effacement, vous voyez. C'est comme dire « ça n'a pas existé » ou « ça n'a pas d'importance ». Alors que la plaque, c'est l'inverse. Exactement. C'est gravé dans la pierre, dans l'espace public, dans un lieu sacré, la reconnaissance que ceci a bien eu lieu. Ça donne une encre physique à la mémoire. Ça dit aux victimes, votre histoire fait maintenant partie de l'histoire officielle de ce lieu. On ne peut plus la nier. C'est un rempart contre l'oubli. J'imagine que cette reconnaissance, gravée dans la pierre, doit avoir un impact psychologique énorme. Surtout quand on lit ce que le texte dit sur le sentiment de culpabilité des victimes. C'est le cœur du problème. Le texte cite le témoignage d'une victime qui exprime ce sentiment dévastateur, l'autoculpabilisation. La personne écrit « Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais moi le problème ». C'est terrible. Elle continue « Je me disais, si ça s'est passé, c'est que j'ai dû faire quelque chose de travers. » C'est une logique d'enfant terrifiante. L'enfant ne peut pas imaginer la perversité de l'adulte en autorité, alors il retourne la faute contre lui.
le poids de cette pensée, portée pendant des décennies. Mais ce qui est frappant, c'est que le texte dit qu'il y a quelque chose d'encore pire que l'agression. Oui, et c'est sans doute le passage le plus fort de cet appel. Une phrase qui résonne. Le pire, c'est le silence après. Le silence après. Et ce n'est pas une idée abstraite. Le texte le décrit très bien. C'est le silence des adultes qui savaient ou qui auraient dû savoir. C'est le silence de l'institution qui a protégé sa réputation avant de protéger ses enfants. C'est ce silence qui crée une seconde blessure. Une blessure de solitude immense. Une blessure de solitude. Et c'est donc là que l'appel bascule. Si la blessure, c'est la solitude, alors la réponse proposée, ce n'est pas un grand discours, Non. ni de l'argent. C'est un acte d'une simplicité désarmante. Exactement. L'antidote au silence et à la solitude, pour le collectif, c'est être là. Le simple fait d'être présent, physiquement. Le texte ne le théorise pas. Il l'illustre avec une force narrative incroyable. Il y a ce témoignage vraiment poignant. Une victime qui raconte être retournée pour la première fois à une messe mémorielle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce passage? C'est la description de la peur. Au début. L'angoisse de remettre les pieds dans une église. Peur des souvenirs, des odeurs, de la musique. Peur surtout de ne pas être comprise, de ne pas avoir sa place. Une peur d'être encore et toujours seule avec son histoire, quoi. Et qu'est-ce qui fait basculer cette peur? Le regard. La personne lève les yeux, elle voit les gens dans l'église. Et elle comprend. Elle comprend qu'ils ne sont pas là par curiosité, ni pour juger. Ils sont juste là, en soutien. Et la conclusion est? D'une simplicité bouleversante, la victime dit « Et là, j'ai compris quelque chose. Je n'étais plus seul. » Dans cette phrase, on sent que quelque chose est réparé. La solitude a été rompue. Donc la présence n'est pas du tout un acte passif. C'est un message incroyablement actif. C'est une parole sans mots qui dit « Je te vois, je te crois, tu fais partie de la communauté ». Précisément, c'est un contre-récit puissant face aux années de silence. Pour la personne qui reçoit ce geste, c'est une validation fondamentale de son expérience. C'est une reconnaissance humaine qui précède et qui peut-être surpasse toutes les autres, judiciaires ou institutionnelles. Avant les plaques, il y a le simple fait qu'une autre personne se tienne à vos côtés. Ce qui nous amène donc à cet événement du 8 mars à Amboise. Comment est-ce que le collectif prévoit de mettre en pratique cette idée de présence réparatrice? Ce n'est pas juste une cérémonie, si je comprends bien. Non, l'objectif c'est de créer un moment de mémoire partagée. Et pour ça, 2 détails très forts sont mentionnés. Le premier, c'est que d'anciens choristes chanteront pendant la cérémonie. Ça, c'est un geste d'une puissance symbolique énorme. Reprendre la musique, le chant, qui était au cœur même de l'expérience et donc du traumatisme. C'est une véritable reconquête. La musique, qui était liée à la blessure, au contexte des agressions, elle est réinvestie pour devenir, et je cite le texte, un langage de dignité. C'est magnifique comme formule. C'est refuser de laisser à l'agresseur le dernier mot sur ce qui était beau. C'est dire « Ok, vous nous avez volé notre innocence, mais vous ne nous volerez pas notre musique. On va la reprendre pour chanter notre dignité retrouvée. » C'est une démarche de réparation active, vraiment. Et le deuxième détail? Le deuxième, c'est qu'un signe mémoriel sera installé dans l'église d'Amboise. C'est la même logique que la plaque de Tours, mais à une échelle plus locale. Ça confirme que l'histoire ne sera plus cachée. C'est ancrer la mémoire dans le lieu même où une partie de la communauté a souffert. Pour transformer ce lieu, en quelque sorte. Oui, pour dire « Ok, ce qui s'est passé ici fait partie de l'histoire de cette église, de cette ville, et on le reconnaît collectivement. » On assiste donc à une tentative de, comme vous disiez, reconquête des symboles. Le lieu, l'église, le médium, la musique, le cadre du traumatisme qui devient le cadre de la guérison. C'est une démarche très profonde. Ce n'est pas une commémoration passive où l'on se souvient tristement du passé. Non, c'est un processus actif où les victimes et leurs soutiens reprennent le contrôle du récit. Ils réécrivent la fin de l'histoire. C'est un peu ça, oui. Ils réécrivent la fin de l'histoire. Alors, si on en vient au message final de cet appel, il est résumé dans une phrase simple mais incroyablement forte. Votre présence compte. Le collectif insiste beaucoup sur ce que cette présence signifie, et surtout sur ce qu'elle ne signifie pas. Ce n'est pas pour juger ou prendre parti contre quelqu'un. Comment est-ce qu'il le formule exactement? La formule est très bien choisie. Venir, c'est prendre parti pour la dignité humaine. Ce n'est pas être contre, c'est être pour. C'est une nuance importante. Fondamental. C'est un geste qui s'adresse directement aux victimes, à ces enfants d'hier, pour leur dire
Par une présence collective, vous n'êtes pas oublié. Ça déplace complètement l'enjeu. Et ça rend la démarche beaucoup plus inclusive. Le texte insiste là-dessus. L'invitation est très large, extrêmement large. Et c'est un point clé. L'invitation est ouverte à tous, au-delà des convictions. Le texte dit « Venez prier si vous êtes croyant, venez réfléchir si vous ne l'êtes pas, venez simplement être présent ». L'acte de présence est donc positionné au-delà du religieux. Absolument. Il est présenté comme un acte humain, un acte citoyen qui affirme une valeur universelle. Donc, peu importe qu'on soit croyant, agnostique ou athée, l'important c'est le geste humain de solidarité. C'est exactement ça. La conclusion du texte est d'ailleurs une thèse en soi qui résume tout le propos. Parfois, la première forme de réparation commence par une présence humaine. Pas une procédure, pas un chèque. Pas une excuse formelle, non. Le simple fait que d'autres êtres humains se déplacent et se tiennent à vos côtés, c'est une idée à la fois simple et radicale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on prend un peu de recul, au-delà de cette histoire spécifique, aussi douloureuse soit-elle, ce texte nous montre la puissance d'un geste simple face à un traumatisme complexe. Face au silence, la réponse la plus forte, la plus humaine, c'est parfois simplement d'occuper l'espace, silencieusement, mais ensemble. Oui, et cela laisse songeur. Ce texte insiste de manière presque radicale sur l'importance d'être physiquement là, à un endroit précis, à un moment précis. Il y a une insistance sur le corps, la présence charnelle. Et dans notre monde où le soutien est si souvent dématérialisé, Un clic, un partage. voilà, ça pose une question fondamentale, je trouve. Quelle est la valeur irremplaçable et peut-être en voie de disparition d'une présence physique, silencieuse et solidaire pour commencer à guérir des blessures collectives aussi profondes? C'est peut-être ça le message le plus universel de ce texte. Que la technologie ne remplacera jamais ça. Jamais. Le poids et la chaleur d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Exactement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.